C'est le HARP ou le TTE, donc Tesla Technology Arrays, donc ce sont les ondes basées sur la technologie de Tesla. Et donc, en créant des ondes dans l'atmosphère qui sont chargées avec des particules métalliques, forcément, on va interférer avec le climat. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Monsieur Luc Vervliet. C'est bien ça. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce votre nom. C'est très bien, oui. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler la sortie de notre magazine Omerta Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe. Alors aujourd'hui, avec Monsieur Vervliet, on va parler d'un sujet assez tabou, il faut le dire. Qui dérange. Qui dérange, ce sont les chemtrails. Il n'y a pas que les chemtrails, c'est un ensemble, je dirais. La manipulation du climat. Exactement. Et on commence déjà avec le problème du CO2. Là-dessus, je voudrais d'abord expliquer un petit peu, parce qu'on exagère carrément le problème du CO2. Et vous allez très vite comprendre avec les images que je vais montrer donc, lors de l'interview. Que raconte finalement le GIEC? Parce qu'il y a les gaz à effet de serre, dont le CO2 est un des plus importants et qui réchauffe le climat. Bon, et effectivement, les gaz à effet de serre gardent une certaine chaleur. Ils parlent donc de CO2, ils parlent de méthane et puis ils parlent d'autres. Ils ont fait toute une présentation au niveau, la durée donc, du fonctionnement du gaz à effet de serre, etc. Il en ressortent finalement deux, c'est le CO2 et le méthane, qui sont les plus rentables au niveau, donc plus effectif, je dirais, plus effectif. Sauf que, si vous regardez sur Internet et vous tapez atmosphère, sur Wikipédia atmosphère, vous allez constater qu'il y a quand même aussi un autre gaz à effet de serre, et dont le GIEC ne parle jamais, c'est la vapeur d'eau. Étant donné qu'en tant qu'ingénieur, que j'ai travaillé quand même dans un bureau d'études de plus de 20 ans, tout ce qui touchait à la climatisation des immeubles, j'utilise des diagrammes psychométriques de l'air, donc pour dire, voilà, on évalue les déperditions de l'immeuble, quelles sont les puissances qui sont nécessaires pour chauffer, pour refroidir, pour humidifier, pour déshumidifier. On parle aussi du CO2, effectivement, mais là c'est très limité, ça veut dire qu'il faut un renouvellement de l'air, qu'on dit régulière, mais pas pour que ça chauffe ou quoi que ce soit, c'est simplement pour le bien-être des occupants. Lorsque nous respirons, nous expirons donc de CO2. Et ça varie entre 1 mètre cube à 4 mètres cubes si on est vraiment en grande activité, qu'on est en train de respirer fort, c'est 4 mètres cubes à la minute. Non, pardon, à l'heure, par heure. Et dans la climatisation, on prévoit un minimum de renouvellement d'air à 30 mètres cubes par heure. C'est une grosse différence, c'est déjà 10 fois plus qu'on expire donc pour renouveler. Mais ça, c'est le minimum. Dans les classes, par exemple, où il y a des enfants, c'est encore, à l'époque, on utilisait 22 mètres cubes parce qu'ils sont assis, ils ne bougent pas, ils suivent les cours. Et puis, après 2 heures de cours, il y a récréation, donc ça renouvelle quand même. Mais pour les personnes qui travaillent, on dit, voilà, 30 mètres cubes, c'est une des conditions de travail qui est prévue pour donner donc un environnement agréable au personnel. On passe aussi à 40 ou parfois 50 mètres cubes pour donner un confort supplémentaire. Aujourd'hui, suite aux instructions du GIEC, etc., mais ils sont passés à 72 mètres cubes par heure. Mais ce qui fait naturellement des installations énormes, donc un coût énorme pour toutes les constructions qui doivent être faites
moyennant aussi donc, des groupes de ventilation. Alors le CO2, bon, c'est un gaz à effet de serre. Ils ont fait une enquête à l'époque chez 1700 ou 1800 scientifiques. Est-ce que, enfin, ils ont remis un questionnaire en disant, écoutez, est-ce que le CO2 est un gaz à effet de serre? Ben oui, forcément. Est-ce que les gaz à effet de serre réchauffent le climat? Ben, ça peut réchauffer le climat, oui, ok. Mais on ne dit rien sur l'effet. Et comme j'ai déjà expliqué lors d'une autre interview, est-ce que l'euro est un mode de paiement? Est-ce que c'est une monnaie? Ben oui. Est-ce que ça vous permet d'acheter des choses? Oui. Mais qu'est-ce que vous allez acheter avec 1 euro? Pas grand-chose. C'est la même chose avec le CO2. Donc le CO2, en soi, son effet est très minime. Il n'est pas si néfaste qu'on dit. Pas du tout, pas du tout. Bah, il est même, c'est grâce à lui qu'il y a de la vie. Le CO2 est aussi la base de la vie. Sans le CO2, il n'y a pas de vie sur la planète. Donc il faut du CO2, mais la nature est bien faite. Il y a un cycle continu qui fait qu'on produit du CO2, on consomme du CO2. Maintenant, l'industrie produit du CO2, je veux bien. Est-ce que c'est un CO2 différent? Ben, le CO2, c'est une formule chimique. Bon, s'il y a d'autres éléments en plus, oui, il y a d'autres polluants, oui. Alors attendez, parce qu'on est parti très fort. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire, mais oui. J'aimerais que vous vous présentiez d'abord. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet? Quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler et à écrire des livres sur ce sujet? C'est-à-dire, lorsque j'entendais parler du CO2, il y a plusieurs sujets qui m'ont fait regarder un petit peu la situation. C'est pas logique ce qu'ils disent. Lorsqu'on parlait du CO2, je dis bon, on exagère complètement. C'était ma première réaction. Parce que, étant donné qu'en tant qu'ingénieur, que j'ai une formation d'ingénieur aussi bien en électromécanique qu'en chimie, et en plus j'ai aussi une formation de biologiste moléculaire avec une spécialisation en génie génétique, ce qui me permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, sur le plan professionnel, donc j'ai travaillé d'abord en tant qu'ingénieur qui faisait l'entretien et la gestion des grands immeubles de bureaux, où il y avait donc des techniques spéciales du bâtiment, donc c'est l'électricité, le sanitaire et le HVAC, donc c'est-à-dire le chauffage, le refroidissement, déshumidification, humidification, ventilation, etc. Et forcément, on parlait aussi du CO2, parce qu'il faut un minimum de ventilation pour que les gens se sentent bien. Sinon, s'il n'y a pas de ventilation, le taux de CO2 va monter au-dessus de 1200, 1500 ppm, ce qui est trop élevé parce qu'à ce moment-là, le comportement des gens, ils viennent un petit peu endormis. Et donc ça, il faut éviter. Mais ce n'est pas un danger. Naturellement, si on passe à 4000 ppm, alors là, ça peut devenir toxique. Mais c'est comme pour tout élément naturel. Si vous allez manger un petit morceau de sucre, il n'y a pas de drame. Bon, c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas de drame. Mais si vous allez manger 1 kilo de sucre, il y a un souci. Donc c'est la même chose. Il faut comparer finalement les choses telles qu'elles sont. En parlant des nuages, des chemtrails, etc., des contrails aussi. Contrails, oui. Quand on parle des chemtrails, je crois que Claire Sévrac en a parlé. Il y a beaucoup de personnalités, de journalistes qui en parlent. Quand on dit, est-ce que c'est un chemtrail, on peut répondre tout de suite, non, c'est pas du tout ça, c'est une traînée d'avion. La plupart du temps, on peut répondre tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils mettent en plus pour qu'il y ait des traces de condensation. Un contrail veut dire trace de condensation. Un chemtrail, finalement, on ne va pas dire c'est une trace de chimie, c'est une trace de condensation persistante à cause des produits chimiques qu'on met dedans. C'est pour ça qu'on parle de chemtrails. Et ce n'est pas un nom que nous avons inventé, c'est un nom que les militaires américains utilisent. Parce qu'il existe déjà des brevets depuis 1880 pour manipuler le climat. Et donc, on utilise différents produits. Il y a le soufre, mais il y a aussi l'aluminium, il y a même l'argent, etc.
donc, mais en nanoparticules, donc toutes petites particules, qui fait que ça a des réactions typiques, donc des réactions physiques dans l'air. Et donc l'aluminium et le soufre, par exemple, vont attirer l'humidité, et forcément, lorsqu'un avion y passe, et ce n'est pas un avion avec un carburant traditionnel, où on ajoute des produits, sauf on ajoute parfois des produits à côté du carburant, donc c'est-à-dire on les lâche à côté des réacteurs, ça aspire à ce moment-là la vapeur d'eau. Mais un avion traditionnel, c'est un contrail, donc sa trace de condensation, dure 7 à 25 secondes. Moi je dirais alors entre 5 et 30 secondes, on peut dire voilà, on voit un contrail. En tant qu'enfant, je mettais le doigt, l'avion passait, je comptais les secondes et on voyait que le contrail, la trace s'en allait, l'avion continuait. Mais il y a la trace qui suit, mais après un certain temps, c'est parti. Pourquoi un contrail disparaît? Tout le monde comprend quand même le système du baromètre. Il y a une différence de pression. Et lorsqu'il y a différence de pression, ça veut dire qu'il y a vent. Donc la vapeur d'eau va se déplacer, comme on peut le remarquer par exemple au bord des nuages. On voit que le bord du nuage, ça devient de moins en moins épais, et puis ça disparaît de la vue, tout simplement parce que la vapeur d'eau rentre carrément dans des zones d'air où il y a une quantité de vapeur moindre. Donc, disons à partir de 85%, il y a une toute légère brume qui apparaît, on ne voit presque pas. À 90%, on voit déjà une brume. Ça devient vraiment brouillard à 95%. Et à 100%, vous avez la pluie. C'est-à-dire là, l'air est saturé et ne peut plus retenir à une telle température la vapeur d'eau, donc elle se défait et puis donc ça tombe comme des gouttelettes d'eau. Alors récemment, il y a Anne-Laure Coudray sur TF1 qui a parlé des chemtrails, oui, et qui a dit qu'il s'agissait d'une théorie complotiste, que ça n'existait pas, qu'il s'agissait de cristaux de glace formés par la condensation de la vapeur d'eau des moteurs d'avion. Donc on a eu, je crois qu'elle a même appelé ça le serpent de mer de la sphère conspirationniste. Donc on a ça en France, et à côté on a Monsieur Kennedy aux États-Unis, Robert Kennedy, oui. Exactement, qui a admis l'existence des chemtrails et qui l'a même, je crois, interdit dans certains États déjà. Dans 27 États déjà, oui. Exactement. Comment est-ce que vous analysez ces deux visions qui sont totalement est-ce contraires? qu'un ingénieur qui fait le traitement de l'air, est-ce un complotiste? Non, il fait son travail. Donc, il comprend ce qui se passe, et donc une condensation, ça condense, mais ça s'évapore rapidement, ça se répartit à cause de la différence de pression. Donc, sur le diagramme psychométrique que vous allez pouvoir montrer, vous allez voir, donc, il y a des courbes qui donnent l'humidité relative. Il y a un tableau sur le même diagramme, on voit l'humidité absolue dans l'air, et toujours par mètre cube sec, par kilogramme d'air sec. Parce que le mètre cube peut changer, le kilogramme c'est le standard. Et parce qu'en fonction de la température, un mètre cube, le kilogramme peut être plus grand en volume ou plus petit. Donc plus que la température monte, plus grand le volume, ce qui explique que l'air chaude, elle monte, pour le même point. Et pour la vapeur d'eau, c'est-à-dire s'il y a plus de vapeur d'eau, la vapeur pousse de côté des molécules d'air, et donc ça va monter aussi. Donc l'air sec est plus lourd, et donc il y a une différence de pression, de tension. Donc là où l'air est plus sec, la vapeur va chercher l'endroit le plus sec, parce que la nature cherche toujours son équilibre. Alors dire que c'est une théorie de complot,
Ce sont les lois physiques de la nature. Donc je n'invente rien. Et d'ailleurs, le diagramme psychométrique, ça existe déjà 115 ans. Alors, est-ce que tous ces ingénieurs, ces scientifiques, ces experts d'époque sont des théoriciens de complot? Je ne pense pas. Bah, ce qui est jugé comme complotiste, c'est de penser qu'il y aurait volontairement des épandages chimiques au-dessus de nos têtes qui seraient composés de plusieurs métaux nocifs. Métaux et autres composants. Pour gérer le climat. Et autres composants aussi, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que lorsque les chemtrails ont commencé à apparaître, j'ai dit, ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas naturel. Donc, on a ajouté quelque chose. Et une petite anecdote, j'ai découvert un film de Walt Disney qui date de 1959. On explique clairement, voilà, on ajoute des métaux, avec microparticules de métaux, et ça aspire la vapeur d'eau dans l'air. Donc, on crée déjà des chemtrails, ou des chemtrails, parce que donc il y a condensation persistante à cause des métaux qu'on met dedans. Et puis on voyait des boules qui éjectent de l'électricité. Mais on va en parler plus loin aussi. C'est le HAARP ou le TTE, donc Tesla Technology Arrays. Donc ce sont les ondes basées sur la technologie de Tesla. Et donc en créant des ondes dans l'atmosphère qui sont chargées avec des particules métalliques, forcément, on va interférer avec le climat. Et ça n'a rien de complotiste, c'est un fait. Maintenant, ce qu'on en fait, ça peut être complot. Et ça, on veut cacher. Disons que la Chine, en 2008, pour les Jeux Olympiques, a utilisé la géo-ingénierie, parce que c'est finalement ça qu'on parle. Pour la température. Pour la température, et même pour créer de la neige. Parce que bon, on fait les Jeux Olympiques en été, mais aussi les Jeux Olympiques d'hiver. On crée de la neige en ajoutant des métaux, donc en nanoparticules, qui font que ça crée donc des traces de condensation persistantes. Et puis on peut faire de la neige même en été, à la limite. Hein. Alors il y a plusieurs théories. Les chemtrails ou chemtrails, je ne sais pas comment on dit. Je dis chemtrails oui, c'est parce qu'en anglais on dit chemtrails. Okay. Donc voilà. Je vais rester sur la version française. Les chemtrails, d'un côté, il y a plusieurs théories qui disent que soit ça nous asperge, entre guillemets, de produits nocifs, oui. Mais d'un autre côté, ce serait aussi pour gérer le réchauffement climatique. Oui. Alors je reviens d'abord sur le CO2. L'impact du CO2 sur la nature, enfin sur notre atmosphère, est quasi nul. Bon. Si on répartit l'influence des différentes gaz à effet de serre, la vapeur d'eau prend 97% à sa charge. 97%. Le CO2, 3%, même pas. Et le méthane, encore moins d'1%. Et puis il y a les autres gaz à effet de serre qu'on oublie carrément. Mais sur le diagramme psychométrique, on ne parle pas du CO2 parce que pour nos calculs, c'est insignifiant, ça n'a aucune valeur sur le plan calorifique. Donc l'effet du gaz à effet de serre est quasi nul. Donc on n'en tient pas compte. Par contre, la vapeur d'eau, elle joue un rôle énorme. Et c'est ce qu'on peut retrouver sur Wikipédia. Lorsqu'on tape atmosphère sur Wikipédia, eh bien, ils vont dire, oui, le CO2, etc., air sec. Mais si on parle d'air humide, et l'air est toujours humide parce qu'il n'y a pas d'air sec, bien forcément, il y a la vapeur d'eau qui est présente. Alors là, ils admettent que 66%, ils admettent déjà 66% d'effet. Oui, parce qu'on nous dit que le CO2 qu'il y en a beaucoup trop, que nous, les humains, on émet trop de CO2. Je crois que les vaches sont même incriminées. Ah oui, parce qu'eux produisent le méthane. Donc, je crois que Bill Gates voulait abattre aussi des arbres. Oui, parce que les arbres sont des stockages de CO2. Alors, si l'arbre meurt, ben, il va relâcher son CO2, donc il va les enterrer. C'est la folie totale. C'est la folie totale. Il faut comprendre aussi que les images satellites ont démontré, depuis 2014 jusqu'à 2024, il y a une augmentation
de végétation entre, disons, 15 à 20% sur la Terre, grâce au CO2. Alors si on veut avoir 0% de CO2 dans l'air, il n'y a plus de vie, toute la nature s'arrête, c'est fini. Donc c'est de la folie totale, et là je parle en tant que biologiste, je ne parle pas en tant qu'ingénieur. Le CO2 est un élément nécessaire à la vie. Sans CO2, donc le carbone et l'oxygène sont deux parts. Donc ces deux atomes, la nature l'utilise partout. Donc c'est grâce à la photosynthèse que les arbres absorbent le CO2 et le transforment en carbone qu'ils utilisent pour grandir et ils libèrent l'oxygène. Donc s'il n'y a pas de CO2, quel sera le taux d'oxygène à la fin? Parce qu'il y a 1 million d'années, grosso modo, selon certaines études scientifiques, on avait près de 30% d'oxygène dans l'air. Aujourd'hui, on est à 21%. Il faut minimum 19% d'oxygène dans l'air pour qu'on puisse vivre. Alors on se pose quand même des questions. Moi, je me ferais plus d'inquiétude sur la présence d'oxygène que sur le CO2. Le CO2, c'est grâce au CO2 qu'on est là. Donc, réchauffement climatique, là encore, nous avons constaté aussi sur les 10 dernières années l'Arctique. Donc on parle de la fonte des glaces. L'Arctique a grandi de 26%. On ne parle pas de fonte des glaces. Effectivement, il y a de la fonte des glaces. Et on montre des morceaux de glace qui rentrent dans l'océan. En Antarctique, je suis d'accord. En Antarctique, à un certain endroit, vous avez deux volcans sous l'eau, mais qui chauffent l'eau, et donc c'est de l'eau en ébullition. Et forcément, si ça arrive à la masse glaciaire, la glace, elle fond. Et puis c'est là qu'on voit les gros morceaux de glace, donc des icebergs qui tombent dans l'eau. Mais ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une exagération de... Total. Et là, je parle en tant qu'ingénieur. Quand je vois les informations au niveau de température, ce n'est pas avec 1 demi-degré ou 1 degré de différence qu'on va changer le monde entier. D'ailleurs, quelle est la différence de température en hiver et en été? Il y a 40 degrés minimum ici dans nos pays, alors que nous bénéficions encore du Gulf Stream. Mais si vous allez aux États-Unis ou au Canada, on arrive à des différences de température jusqu'à 80 degrés centigrades. Si ça monte 1 degré en plus, vous savez, la nature est contente quand il fait chaud. Hein. C'est en été que les arbres ont des feuilles, c'est en été que tout fleurisse, etc., et que c'est en route. En hiver, tout s'endort. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'énergie. Est-ce que vous pensez que les chiffres du GIEC sont manipulés? Oui. Non seulement moi qui le dis, un ancien expert du GIEC, qui date d'abord et qui est sorti, c'est Ross McKittrick, qui dit clairement on manipule les graphiques, on manipule les chiffres. D'ailleurs, il y a aussi le Climate Gate, hein, où il y a plus de 5000 emails qui ont apparu sur l'Internet, appartenant aux gens qui travaillent pour le GIEC, qui disaient on se pose des questions, ce n'est pas logique. Donc c'est une sorte de parti, un petit groupe qui crée des rapports pour lui-même, pour donner aux politiciens qui disent voilà, il y a une grosse alarme. Mais un des politiciens, c'est Al Gore, hein, Albert Gore, qui était ancien vice-président des États-Unis, qui en 2005 ou 2006 annonce la vérité qui dérange et le CO2, etc. Il faut savoir que M. Al Gore, après c'était son temps en tant que vice-président était terminé, il fallait trouver autre chose pour s'occuper, mais il s'est mis ensemble avec David Blott. David Blott, qui est un ancien directeur chez Goldman Sachs, l'infâme banque Goldman Sachs. Eux, ils marchent sur des cadavres pour faire des bénéfices. Alors, tout est concentré sur l'énergie durable, tout ce qui est vert, etc. Al Gore a fait rapidement, ensemble avec son associé David Blott, des bénéfices énormes.
grâce à cette théorie qui ne tient pas la route et qu'on fait croire parce qu'ils se font assister par les médias. Est-ce Al Gore qui est à la base de tout ça? Est-ce que le GIEC est à la base de tout ça? Non. Il y a des personnages qui se trouvent au-dessus des multinationales à travers des sociétés qui gèrent leurs actions, comme BlackRock et Vanguard. Ces sociétés-là doivent faire des gros bénéfices, donc on crée des problèmes pour eux proposent une solution, et c'est nous, les citoyens, qui payons. Que disent les chiffres du GIEC? Est-ce qu'il y a vraiment une urgence climatique selon vous? Selon ces chiffres d'ailleurs? Même en acceptant leurs chiffres à eux, je ne m'inquiéterai même pas. Mais ce n'est pas le cas. Moi, ce qui m'inquiète plus, et d'ailleurs l'histoire l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, s'il y a refroidissement de la planète, alors là, vous allez avoir des sérieux problèmes. Oui, parce que vous dites que ce n'est pas la chaleur qui tue, c'est le froid. C'est le froid. Il y a des études qui sont faites. Il y a plus de morts lorsqu'il a fait froid qu'en été, même en moment de surchauffe, comme on dit, des canicules. Mais c'est très limité. Ça n'a rien à voir. Donc il n'y a aucun danger. Et là, après plus de 40 ans d'expérience carrière, etc., je dis non, c'est pas possible. Il n'y a pas que moi. Mais on ne nous laisse pas la parole. On met une fillette de 16 ans devant les micros aux Nations Unies, qui connaît que dalle de tout ce qui est climat. Greta Thunberg. Bon, malheureusement, ses parents sont des écolos passionnés, on va le dire comme ça. Et ils veulent se faire valoir. Bon. Mais je me rappelle toujours les paroles de certains politiciens. On entre dans la politique pour faire de l'argent. Bon. Alors, si on contredit ce qu'eux qui vous payent de dire des choses, ben, vous ne resterez pas longtemps dans la politique. Donc, on ne mord pas dans la main de ceux qui vous payent. Et malheureusement, nous, on va élire nos politiciens, mais les politiciens ne travaillent pas au profit de la population, ils travaillent au profit des multinationales. Et ce n'est pas une théorie de complot, c'est une pratique qui s'est faite déjà depuis longtemps.